Yorana à tous pour cette nouvelle édition de Fa'a to the Top. Aujourd'hui, nous sommes dans les magnifiques jardins de l'Assemblée de Polynésie, en bonne compagnie avec Eliane Tevahitua Vaimeho, représentante à l'Assemblée, mais avant d'être représentante, un parcours riche d'une Tamari Fa'a remarquable que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ou plutôt qui nous accueille aujourd'hui dans les jardins de l'Assemblée. Eliane, Yorana. Yorana Moitei. Alors, dis-moi, Eliane, certains te connaissent, je pense que tout le monde ne sait pas que tu es une Tamari Fa'a. Est-ce que tu peux nous relater un peu le lien qui t'unit à notre belle commune? Oui, je suis une authentique Tamari Fa'a puisque d'abord, j'ai vécu à Fa'a dans le quartier Tavararo, c'est la terre ancestrale, notre terre ancestrale de Fareuru, et j'appartiens à la famille Touhia, les familles Tom-1 de Fa'a, qui sont des familles sous-connues dans les revendications foncières puisqu'ils ont omité pas mal de terres sur Fa'a. Donc ce sont mes attaches avec Fa'a, une attache avec une lignée d'ancêtres de Fa'a. Mais aussi d'ailleurs, aussi de la Romatei ou des autres parties de Tahiti. Mais c'est ça mon lien avec Fa'a, c'est cette généalogie, ces terres qui me rattachent à Fa'a. Et puis aussi une enfance, une jeunesse. Et jusqu'à l'âge mature, j'ai vécu à Fa'a, à Tavararo. Alors, puisqu'on parle de Fa'a et que, on y reviendra tout à l'heure, tu as une connaissance assez exceptionnelle de tout ce qui est topologie, topographie. Est-ce que tu peux nous donner ta version des limites de Fa'a? Puisque c'est un débat sans fin qui aujourd'hui encore fait l'objet de discussions de spécialistes dans les cénacles. Est-ce que tu peux nous donner ta version des limites de Fa'a? Alors, moi, je me réfère à des faits, à des écrits historiques. Alors, si on revient, par exemple, à la limite entre Fa'a et Paris, il faut savoir aussi, entre parenthèses, qu'à l'origine, Papeete n'existait pas en tant que tel, en tant que commune. En fait, Papeete s'est constitué, du fait de notre histoire coloniale au XIXe siècle, au détriment des deux districts de Paris et de Fa'a. Et donc, si l'on va dans les écrits, il y a un missionnaire au XVIIIe siècle qui a fait le tour de Tric et qui en a relaté à peu près la population ainsi que les limites des districts. Et il disait, pour ce qui concerne Fa'a, que à la fin du XVIIIe siècle, pour lui, d'après les gens qui l'accompagnaient dans son périple autour de l'île, et en fait ce sont les gens qui l'accompagnaient, c'était des lettrés, des personnes savantes, la limite de Fa'a, c'est cette fameuse rivière de Vaiete, là où nous sommes actuellement. Et cette rivière de Vaiete est l'ancienne limite à la fin du XVIIIe siècle, d'après les écrits de ce pasteur. Et il met même comme limite le fameux Farearioi, qui est considéré comme étant de Paris, mais il disait que c'est ce Farearioi qui constitue aussi la limite avec Paris, c'est le Farenanu, qui a donné son nom à la baie de Papeete, la baie de Nanu, et qui se trouve très exactement vers l'ancien hôtel Stuart, et c'est le bâtiment, les buildings qui se trouvent sur notre front de mer. Et donc le cours d'eau, ce que nous observons actuellement, le cours d'eau a été dévié. Le cours d'eau normalement descend la rue Cassio et va vers la baie de Nanu. Donc c'est la toute première limite. C'est pas les gens de Fa'a qui le disent, mais c'est le missionnaire qui l'atteste. Et l'autre limite, c'est toujours Fanatea et Pierrefeu, la localité de Pierrefeu. Ensuite, quand Papeete va se constituer, quand Tahiti va devenir une colonie, un établissement français d'Océanie, la limite va petit à petit reculer. Dans un premier temps, ça va être Apaofai, et puis progressivement, ça va être la rivière Tiperui, pour arriver finalement à la limite actuelle, c'est-à-dire vers Paurani. Donc progressivement, Fa'a a été un peu dépossédé, mais de même que Paris aussi a été dépossédé d'une partie de son territoire pour constituer la ville de Papeete. Alors aujourd'hui, un scoop en direct pour nous. Donc nous sommes à l'Assemblée de Polynésie à Fa'a. Bien qu'aujourd'hui ce soit à Papeete. Parce que là, ça serait très polémique. C'est pas grave, ça va faire parler les gens. Alors on va revenir un peu à ton histoire personnelle. Donc tu es né à Fa'a, tu as grandi à Fa'a, allé à l'école à Fa'a. Quel est ton parcours d'enfant et d'adolescente? Je suis née à Vaiami, puisque quand même je suis née en 58, à un moment où quand même il y avait déjà un hôpital qui existait,
où les parents quand même avaient conscience qu'il fallait naître à l'hôpital pour avoir des conditions de sécurité. Je suis née à Vaiami, mais auparavant, la terre Vaiami faisait partie Tout à de fait, Fa'a. donc née à Fa'a. Voilà, née à Fa'a, donc sans scrupule. Et donc, quelle est la scolarité d'Eliane Tevahitua Alors, j'ai été à l'école. Mes parents ne parlaient que le français, que le tahitien, excusez-moi, que le tahitien. Mon père savait écrire, il comprenait parfaitement le français puisque sa mère, étant une fille brémo, lui parlait également en français, en tahitien. Mais il ne pratiquait avec aisance que la langue tahitienne, de même que ma mère. Et donc, ma première année, à l'âge de 5 ans, j'ai été à l'école, là où se trouve actuellement Radio Tefana. Il y avait une là... école. Oui, en fait, c'était auparavant l'ancienne mairie, mais avant de devenir une mairie, c'était une école. Et il me semble que là, c'était l'ancienne chefferie de Fa'a, à côté du temple protestant. Donc, j'habitais pas loin. Donc, je venais à l'école. Et donc, c'était ma première année à cette école-là. Et j'ai vécu sous la garde du pasteur Teunu Orometua, parce que mes parents travaillant ne pouvaient pas me récupérer à l'heure où finissait l'école. Donc c'était le pasteur qui avait la charge de s'occuper de moi jusqu'à ce que mes parents reviennent du travail. Et ensuite, nous avons migré vers Vaiha, puisque l'école était terminée. Donc nous avons été les premiers écoliers à Vaiha. Mais une de nos parents, qui s'appelait Mamoué Tarhou, qui est la maman de bébé Gros, oui. La maman de bébé Gros, qui est parente avec mon père, disait toujours à mon père, t'en as pas. Et donc, aussitôt après l'école de Vaiha, mon père donc m'a mis à Notre-Dame-des-Anges pour poursuivre ma scolarité jusqu'à la 3e. Et ensuite, je suis partie au collège Javoué pour faire ma seconde et ma première et terminale à l'année. Alors, à quoi ressemblait ton enfance à Fa'a? J'imagine que, donc, né en 58, on est au tout début de l'installation de l'aéroport, du CEP, c'est un district en plein bouleversement, mais c'était quoi l'enfance à cette époque-là sur Fa'a? Alors, dans mon enfance, à Tavararo, et même sur Fa'a, tout le monde se connaissait. Il y avait encore une rivière. Il y avait encore la rivière Tavararo, puisque tous les enfants de cette vallée se baignaient dans cette rivière de Tavararo qui était propre et où on chassait. Moi, je chassais avec mes petits camarades les chevrettes qui s'y trouvaient en abondance. Donc, c'était comme un district familial où tout le monde se connaissait, que ce soit de Hawaï jusqu'à Piafa, où il y avait très peu de familles. Donc tous les gens de Fa'a se connaissaient entre eux. Et j'ai le souvenir d'une enfance, certes, sans les moyens que nous avons aujourd'hui, mais où il y avait l'essentiel. On savait distinguer l'essentiel de ce qui était accessoire. C'est-à-dire que mes parents, bon, ils n'avaient pas de gros moyens financiers, mais on ne mourait pas de faim à Fa'a, puisqu'il y avait quand même les Tumuuru en abondance de la vallée de Tavararo. Et ce que je retiens de mon enfance, c'est la notion de sécurité. C'est-à-dire que tu pouvais aller dans la vallée de Tavararo, tu ne craignais rien. J'allais voir mon oncle qui habitait beaucoup plus au fond de la vallée. Les gens que je rencontrais, on dirait que chaque famille surveillait les enfants des autres pour que tout se passe au mieux. Et j'ai jamais eu quoi que ce soit dans mon enfance. Donc c'était une enfance certes très sobre, mais en même temps où il y avait cette solidarité que je ne retrouve plus actuellement. Et cette sécurité aussi qu'on éprouvait. Et donc, pendant mes périodes où j'allais pas à l'école, on allait à la mer avec ma maman parce qu'on tirait notre existence, que ce soit des produits de la terre, mais aussi des produits de la mer. Donc, on allait pêcher tanot au iré ou bien ramasser des patois. Donc, c'était vraiment notre garde-manger. Et quand la piste d'aviation a commencé à être faite, c'était devenu de plus en plus difficile d'accéder à la mer parce qu'on n'avait pas le droit de traverser la piste. Nous, on passait par le quartier Johnston, par chez
cette terre-là s'appelait Vayavar. On descendait de l'église, enfin du Awa Protetani, et on descendait par là pour aller à la mer. Hein. Et bien au fur et à mesure, il nous était interdit d'aller. Et donc on allait de façon clandestine, on traversait la piste parce qu'il fallait aller chercher quelque chose à manger dans la mer. Ah oui. Et c'est ça aussi que je garde, c'est-à-dire les avions qui volaient au-dessus de ma tête pendant que nous on courait pour traverser, pour aller à la mer avec ma maman, hein, pour aller chercher à manger en fait. Hein. Voilà, c'est ça un peu. Et puis petit à petit, on n'a plus pu traverser pour aller. C'était devenu vraiment très compliqué. Mais j'ai encore le souvenir de tout cet endroit vers Patay de Tavararo où c'était des forêts de poé-poé. Et c'était nos terrains de jeu quand on était enfant. Il n'y avait pas de maison ou une ou deux maisons. Et on allait jouer dans cette forêt de poé-poé. Et vers l'aéroport, maintenant c'est très habité. Là, il y a New Rest, il me semble, qui se trouve par là. Mais c'était une roselière par là. Et nous aussi, on allait jouer dans la roselière, mais en faisant attention de ne pas se faire piquer par les monopathia, quoi. Hein, voilà. Donc j'ai ce souvenir encore d'un Fa'a qui n'était pas encore habité. Et puis progressivement, donc avec la création de la piste, l'arrivée du CEP, ça a été un bouleversement total, puisque dans notre vallée de Tavararo, on a vu arriver plein de gens des îles, et de plus en plus nombreux. Et une partie aussi de ma famille est partie pour travailler dans le nickel. Mes oncles et tantes sont partis à Nouméa pour travailler. Donc on s'est retrouvé un peu isolé avec plein de gens de l'extérieur qui arrivaient. Et à partir de ce moment-là, la vallée de Tavararo et même Fa'a tout entier est devenu un peu populeux, quoi, hein, avec plein de gens des îles qui arrivaient et les problèmes en même temps qui commençaient à apparaître, chose qui n'existait pas dans mon enfance, où tout le monde se connaissait, chacun se respectait. Ton école à Notre-Dame-des-Anges, avec les sœurs canadiennes à l'époque. Sœur Mariette Trépanier, qui a été donc notre directrice d'école, qui était très très sévère, et bien d'autres sœurs qui nous ont enseigné tout ce qu'elles pouvaient. Elles étaient très rigides, je dirais pas psychorigides, mais elles étaient rigides, mais elles nous ont inculqué des principes également, hein, des principes religieux, et aussi elles nous ont enseigné tout ce qu'elles savaient. Voilà, elles nous ont enseigné tout ce qu'elles savaient, et même elles nous apprenaient des rudiments de latin. C'est pour dire. Ah oui. Voilà. Alors j'imagine Eliane Tevaitoua, élève studieuse, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Et donc tu vas au bout de ta scolarité jusqu'en 3e à Anne-Marie Javoué. Non, à partir de la 3e, tu vas à Anne-Marie Javoué ou en seconde, je suis à Anne-Marie Javoué, première et terminale à l'Amné. Alors voilà, le moment du bac. Oui. J'imagine qu'à ton époque, le bac, c'était quelque chose, ça représentait un peu la culminance d'une carrière d'écolier. Oui. Et est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là? Est-ce que ta vocation était déjà née? Oui, je savais déjà que je voulais soigner les gens. Alors mon père ne voulait pas que j'aille soigner les gens. Il disait, mais tu vas pousser des macabées, tu vas voir des gens qui seront esquintés ou quoi que ce soit. Je préfère que tu sois institutrice. Au moins là, tu vas pas aller pousser des macabées en pleine nuit, qu'il me faisait pour me dissuader. Mais en fait, c'est lié à un événement de mon enfance. C'est-à-dire que dans le chemin Tavararo, une fois j'ai vu un accident, mais un accident sans gravité. Mais quand j'étais enfant, ça m'avait marqué cet accident-là. Et je ne savais pas comment aider cette personne-là qui était tombée de mobilette, qui s'était blessée. Mais en fait, c'était pas une blessure trop grave. Et je me sentais dépossédée de ne pas pouvoir aider cette personne-là qui était pas bien du tout. Et c'est de là, je me suis dit, quand je serai grande, je vais soigner les gens comme ça, je pourrais leur rendre service de cette façon-là. Et donc, après le bac, qu'est-ce que tu fais? Une de mes préoccupations, c'était de ne pas être une charge pour mes parents. Donc, je voulais travailler au plus vite. Et pour moi, il était hors de question de partir en métropole. Vu que déjà à l'époque, on devait être dans les années 70, 80, 76, mes parents n'auraient pas pu me payer des études supérieures. Donc ma priorité, c'était de ne plus dépendre d'eux financièrement. Je ne voulais pas être une charge pour eux. Donc je me suis inscrite à l'école d'infirmière pour faire un cursus de 3 ans d'infirmière. Mais au bout de 3 ans, ma soif d'apprendre n'était toujours pas étanchée. Et donc, en même temps que je passais mon diplôme d'état d'infirmière, je passais aussi un examen
qui était corrigée en France pour rentrer à l'école de sage-femme de Bordeaux. Parce qu'au cours de mes 3 ans d'études, j'ai aimé les accouchements. Alors je me suis dit, ça aussi je voudrais faire. Et donc je réussissais mon examen de mon diplôme d'état d'infirmière et en même temps je recevais la nouvelle par courrier que j'étais reçue à l'école de sage-femme de Bordeaux. Et donc j'ai travaillé 2 ou 3 mois pendant l'hiver austral, juillet, août ici, et ensuite je suis partie à Bordeaux pour faire les études de sage-femme. Donc un départ pour la métropole. Voilà. Dans les années, donc j'ai fait 79, j'avais mon diplôme d'infirmière. Je partais en 81, je revenais avec mon diplôme d'état de sage-femme. Et pendant 7 ans, j'ai pratiqué à fond les accouchements à maman. Et je me suis donnée de tout mon cœur à bien exercer ce métier-là. Et en 7 ans, j'avais réalisé 3000 accouchements. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de naissances qu'aujourd'hui, puisque la contraception était encore rudimentaire. Et donc, je me suis donné à cœur joie, d'autant plus que mes collègues de travail, c'était des dames qui avaient la cinquantaine, la soixantaine. Donc, elles avaient assez donné et elles pouvaient donner à la jeunette tous les accouchements qu'elles souhaitaient faire. Et donc, j'ai travaillé pendant 7 ans, mais j'avais encore envie d'apprendre. Et donc, j'ai passé un examen pour réussir l'école de cadre. Il n'y a qu'une seule école de cadre pour les sages-femmes, c'est à Dijon. Et j'ai réussi cet examen national. Et donc, je suis partie pendant 1 an pour faire l'école de cadre à Dijon pour les sages-femmes. Et en revenant, l'école de sages-femmes venait de s'installer dans les années 85. Je suis revenue en 89 et je suis rentrée pour enseigner à l'école de sage-femme. Donc, j'ai fait mes 4 ans de monitorat avant de pouvoir prétendre au poste de directrice, puisqu'il ne suffisait pas d'avoir le diplôme de cadre, il fallait aussi l'exercice professionnel derrière. Et donc, je suis devenue directrice de l'école de sage-femme, ça doit être en 94, et j'ai exercé jusqu'en 2013 en tant que directrice de l'école de sage-femme. Mais pendant cette période-là, j'ai à certains moments cumulé aussi avec un poste de coordonnatrice de la maternité. C'est-à-dire que je faisais j'assurais en même temps la direction de l'école et aussi la supervision de tout le service de maternité. J'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans et ça a été aussi une expérience enrichissante de pouvoir gérer tout un pool de personnel. Que ce soit d'un côté les élèves que les professionnels. Mais j'étais pas fille d'étudier, donc parallèlement à mes activités donc de coordinatrice de la maternité et de directrice de l'école de sage-femme, je suivais des cours du soir à l'université, ce qui m'a permis dans quel domaine? Dans le domaine de l'anthropologie. J'avais soif d'apprendre encore. Et donc, j'ai eu mon DEA d'anthropologie à l'université, sous la gouverne du regretté professeur Paul de Decker, qui est décédé. Et ensuite, après le DEA, je me suis reposée quelques années, et puis après, je me suis lancée dans une thèse consacrée à Fara, et j'ai choisi les noms de terre de Fara. Parce que j'estimais que les noms de terre, comme certains noms, certains anthroponymes familiaux, ce sont les meilleurs marqueurs qui nous lient à nos ancêtres. Et ils ont été pratiquement peu changés. Bien sûr, il y a eu des noms de terre qui ont subi des transformations, mais la grande majorité, le nom actuel est tel qu'il existait par exemple au XVIIIe siècle. Et donc pour moi c'était important de faire ce travail-là sur ma commune natale. Et donc j'ai fait ce travail-là et soutenu en 2008 pour obtenir le grade de docteur en anthropologie, mais en faisant cette thèse sur la toponymie. Un parcours impressionnant quand même, infirmière, sage-femme, cadre sage-femme, directrice de l'école des sages-femmes et puis ensuite maintenant docteur en anthropologie. Est-ce que ta soif d'apprendre est aujourd'hui étanchée ou est-ce que tu as d'autres projets en tête? Non, même pendant mon cursus de directrice d'école, je voulais encore m'enrichir professionnellement. Donc j'ai fait des DU complémentaires, des DU en santé publique et communautaire, DU d'urodynamique, parler d'un aspect de la profession qui concerne la rééducation du périnée après un accouchement. Donc j'ai fait également ce DU-là à Montpellier. J'ai fait aussi un DU sur les techniques obstétricales, donc je l'ai fait à Besançon. En fait, je voulais pas
intellectuellement dépérir. Et donc, c'était le meilleur stimuli d'avoir toujours un exercice intellectuel à réaliser. D'accord. Voilà. Et alors, on va en 2013, enfin ça a certainement démarré un peu avant, mais en 2013, de guérir les malades et d'enseigner, on te voit devenir représentante à l'Assemblée donc de Polynésie, engagée politiquement. Quelle est la nature de ton engagement? Quelle est son origine et comment est-ce que tu conçois ton engagement aujourd'hui? C'est vrai que pour beaucoup, ça a été une surprise de me voir tout d'un coup apparaître là du jour au lendemain, moi qui n'étais que une simple professionnelle de la santé, et me voilà apparaître sur le plan politique. Mais il y a aussi une histoire, c'est l'histoire de Fa'a et de Tavararo. Hein? Donc, si tu veux, moi, je connais Oscar, sa famille, de tout temps. Il y a cette proximité, donc, mais il y a aussi l'idéologie. Mon père a toujours été un fervent soutien pour celui qu'il considère comme étant leur enfant, l'enfant de Fa'a, c'est-à-dire Oscar. Hein? Et mon père aussi a travaillé sur les sites nucléaires pendant la période des essais atmosphériques. Donc, il en est revenu avec un cancer de poumon et il en est décédé d'ailleurs. Hein? Et pendant tout le parcours politique de Oscar, lui qui a été l'ami du papa de Oscar, eh bien, ils ont suivi le parcours de Oscar et à chaque étape, ça a été comme des piliers de la maison de Fa'a, hein, inébranlables. Et toujours là. Pas exposé à la vue du public, mais c'était ces gens-là qui pensaient à lui et qui l'aidaient psychologiquement et mentalement à réussir à chaque étape. Donc quand Oscar est devenu maire de Fa'a, ils ne vont pas aller sur la route pour dire « Ah oui, on est heureux », mais ils étaient heureux au fond d'eux-mêmes et ils transmettaient de la force pour qu'ils puissent remplir son mandat sans problème. Et puis, il y a eu des événements aussi. Oscar a été, sa maison a été entourée, il y a eu les flics qui ont débarqué, l'armée et tout. Et bien, malgré cela, il ne pouvait pas faire grand-chose dans la mesure où il était déjà âgé, mais il priait. Et il pensait, mon père pensait très fortement en les pouvoirs de l'esprit. Et donc, c'était sa façon de l'aider psychologiquement et mentalement pour qu'il ne lui arrive jamais rien. Et donc, si tu veux, je ne suis pas devenue indépendantiste comme ça du jour au lendemain en 2013. Hein. C'est déjà un parcours depuis l'enfance. Et quand il y a eu les premières marches que Oscar a fait, eh bien, j'allais avec mon papa, mon père par rapport aux essais nucléaires, mon père aussi parce que c'était leur enfant et qu'il fallait le soutenir contre vents et marées. Donc, on a toujours fait de façon humble les marches depuis les premières heures. Donc, c'est tout ce parcours-là qui fait que quand il m'a appelé, je sortais de l'hôpital, il m'a dit « Annie, tu veux être sur ma liste ?» Sans réfléchir, j'ai dit « Oui ». Pas de problème. Après, en rentrant à la maison, j'ai dit à mon mari, il y a Oscar qui veut que je sois sur sa liste. Je pense que c'est pour faire accomplir par sa liste qu'il m'a mis. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ça a été une surprise de savoir que j'étais en deuxième position. Moi, je pensais qu'il me mettait pour compléter sa liste et que sa liste était déjà constituée. Hein. J'étais loin de penser. Alors, aujourd'hui, donc, à l'Assemblée, bon, on a compris que tu étais quelqu'un de passionné, quelqu'un d'entier, de minutieux dans ce que tu entreprends, de réellement déterminé. Moi qui te connais un peu à l'Assemblée, je vois le travail que tu effectues. Est-ce que tu retrouves un peu à l'Assemblée matière à exercer ce cerveau que tu as mis tant d'années à faire travailler Il y a au départ des principes. Si quelqu'un t'a mis sur une liste et si la population t'a nommé pour remplir une mission, il n'est pas question de faire n'importe quoi de cette mission. Pour moi, moralement, cela voulait dire qu'il fallait pendant 5 ans s'engager entièrement par rapport à cette mission. Et donc, moi, je ne connaissais rien de la vie de l'Assemblée. Donc, j'ai appris progressivement et je me suis donné à fond. C'est-à-dire que je participe à des commissions dont je ne suis pas membre et j'interviens au maximum de mes capacités. Je n'ai pas toutes les capacités, mais ce que je détiens, j'essaie de le mettre en avant pour faire avancer notre cause. Et au départ, j'ai bien remarqué les plaisanteries à l'encontre de notre groupe, du groupe des indépendantistes. Mais ce que j'ai remarqué en très peu de temps, depuis 2013, c'est que malgré tout, il y a une évolution au niveau des mentalités de nos collègues
des partis adverses. En ce sens qu'au début, quand on parlait d'indépendance, se foutait carrément de notre gueule. Mais progressivement, en donnant des exemples concrets, petit à petit, ils nous écoutent maintenant. Un travail de pédagogie. Donc. De pédagogie. Cela ne veut pas dire qu'ils vont nous suivre, mais disons que le travail est en train de se faire petit à petit dans leur tête. Et ça, c'est important. C'est important aussi de pouvoir exposer sa différence, d'être intransigeante sur les principes. Et je pense que quand même, malgré tout, il y a une espèce de respect mutuel que nous avons entre nous, entre les groupes. C'est ce que je constate. Même si on ne pense pas comme les autres, on a notre idéologie, mais je constate qu'il y a ce respect. Alors, on arrive au terme de notre émission, il y a encore beaucoup de choses à dire. Parlons un peu rapidement, je sais que tu es pudique sur ce sujet, mais de ta famille. Tu as des enfants, est-ce que tu as transmis à tes enfants cet amour des études, cet amour de l'engagement? Et pour terminer, quel serait ton message à notre jeunesse, à la jeunesse de Fa'a d'abord, et puis à la jeunesse de ce pays globalement? Oui. J'ai essayé d'élever mes enfants comme mes parents m'ont élevé. Bon, actuellement, il y a plus de moyens que dans mon enfance. Mais par exemple, à Noël, je voyais dans ma famille, dans la famille de mon mari, c'était une profusion de cadeaux pour les enfants. Et ça, je disais à mon mari, non, on va leur donner juste un ou deux, mais pas plus. Pas une montagne de cadeaux comme si tout leur aidait. Et donc, mes enfants étaient habitués à recevoir peu ou pas du tout de cadeaux à Noël. On leur disait, on vous nourrit déjà, on vous paye vos études, tout se mérite. Tout se mérite. Et dans la mesure de nos possibilités, on a toujours voulu pousser nos enfants pour qu'ils réussissent leurs études. Alors j'ai quatre enfants. Mon dernier a 21 ans. Il est actuellement en licence. Mais sinon, l'aîné est prof d'anglais. Le cadet a un master de droit. Le troisième a aussi un master en développement durable. Et puis le petit dernier qui est en licence actuellement. Donc, on leur a donné les moyens que moi je n'avais pas, que mon mari n'avait pas dans son enfance, dans notre jeunesse, pour qu'au moins ils puissent faire les études qu'ils souhaitent. Voilà. Et quel serait ton message donc à notre jeunesse? D'abord, c'est un message aux parents. La cellule familiale, c'est la base de tout. Si dans la cellule familiale, il y a un amour, il y a une sécurité que l'enfant ressent, eh bien, les enfants seront prêts à affronter tous les défis, les difficultés que notre vie nous offre de connaître. Et si j'ai un message, c'est d'étudier, de réussir dans les études. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'emplois en ce moment, mais avec des études, tu peux aller dans n'importe quel pays et puis travailler. J'ai un fils actuellement qui se trouve en Suède, donc qui va pour acquérir de l'expérience. J'ai un autre qui se trouve à Angers et qui travaille dans des forages d'eau. Donc c'est toujours l'acquisition de compétences en plus des diplômes. Et donc les études ouvrent les portes du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Avec les études, tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel pays. Eliane Tevaitua, Maruru, merci de nous avoir accueillis ici à l'Assemblée de Polynésie et peut-être à bientôt pour une autre émission.